Entreprendre dans la deep tech, ça s'apprend. Vous en êtes un exemple. André Mas, j'appelle donc sur scène Catherine Pérou, Adèle Pérez, Clélia Oliva, Guillaume Talon, Grégoire Mercier et Julien Portella. Merci de vous rejoindre. Vous pouvez prendre un micro juste, voilà, juste derrière vous, un micro chacun. N'oubliez pas de le coller sur le menton pour qu'on vous entende bien et de ne pas trop l'approcher des enceintes, ça fait des larcènes. Voilà. Installez-vous, je vous en prie. Un jaune ou un bleu, c'est au choix. Faites ce qui vous va le mieux. Merci à vous et je vous laisse une grosse demi-heure. La scène est à vous. Merci. Bonjour à tous et bienvenue à cette table ronde sur entreprendre dans la deep tech. Entreprendre dans la deep tech, ça s'apprend. Effectivement, on peut avoir des prédispositions entrepreneuriales. On peut avoir un haut niveau scientifique, être un excellent chercheur, et pour autant, pour entreprendre et réussir son projet de création d'entreprise, son projet dans la deep tech, eh bien, malheureusement, mais vous le savez sûrement, c'est pas suffisant. Il y a des compétences entrepreneuriales à maîtriser. Alors, je ne vais pas vous faire un long discours sur les compétences entrepreneuriales, même s'il y a de la recherche académique sur les compétences entrepreneuriales. Mais on a préféré de réunir autour de cette table ronde quelques entrepreneurs qui, bien qu'étant scientifiques de haut niveau, chercheurs, ont choisi de s'écarter de cette voie de l'enseignement et de la recherche et de s'engager dans l'aventure entrepreneuriale. Ils ont des compétences scientifiques et pour autant, l'aventure entrepreneuriale n'était pas si évidente, si facile. Certains ont déjà créé, ont une certaine expérience de l'entrepreneuriat. D'autres vont se lancer très très bientôt dans la création d'entreprises. Quelles sont les compétences qui leur ont manqué à un moment donné dans ce parcours entrepreneurial? Comment ont-ils pu acquérir ces compétences-là? Bien, nous sommes ici réunis pour en discuter et échanger sur ces thèmes-là. Il y a 5 intervenants, on a un temps relativement limité de 30 minutes. Donc, je proposerai à chaque intervenant de se présenter au moment où ils auront la parole et présenteront et répondront à mes questions. Je propose de commencer par Clélia Oliva. Donc Clélia Oliva, elle va se présenter plus longuement, mais c'est un chercheur très expérimenté qui a choisi de s'engager très prochainement dans la création d'entreprises. Clélia, vous avez des compétences dans votre domaine, notamment scientifique, et pour autant, à la veille de lancer votre entreprise, vous constatez qu'il vous manque quelques compétences. Alors, quelles sont les compétences sur lesquelles vous allez pouvoir vous appuyer et celles que vous allez devoir acquérir? Donc, bonjour à tous, je suis donc chercheuse en entomologie, donc c'est l'étude des insectes, et je travaille depuis plus de 12 ans sur des approches de biocontrôle, donc notamment la technique de l'insecte stérile qui permet de réduire les populations d'insectes nuisibles sans pesticides. Donc j'ai fait plusieurs années de recherche et dans les dernières années, on a avec plusieurs partenaires du monde de la recherche et autour de Montpellier, consolider un réseau pour essayer de voir comment pourrait être mise en place cette technique au niveau national. Donc elle est inexistante en France pour l'instant. Et comment arriver à la porter sur le marché. Via ces interactions-là, j'ai pu être amenée à consolider le projet d'entreprise, notamment avec l'appui de Muse. Donc au départ, moi, mes compétences, c'était une expertise au niveau de technique, scientifique, et aussi la consolidation de ce réseau, la compréhension de l'intérêt du marché et des partenaires clés pour pouvoir mettre sur le marché cette technique. Par contre, je me suis vite rendu compte que la création d'entreprise, c'était un autre monde. Et donc, via Muse, j'ai pu participer au programme Jump-in du BIC, qui m'a permis de voir quelles étaient toutes les étapes importantes, de comprendre chaque volet et d'avoir vraiment les premières bases nécessaires pour aller plus loin.
Ça m'a permis aussi de me rendre compte que si on voulait se fixer un calendrier et être prêt l'année prochaine, donc créer l'entreprise en juillet pour démarrer l'activité commerciale l'année prochaine, il fallait que je fasse une décision importante, donc d'arrêter mon travail actuel pour me consacrer au projet de montage d'entreprise. Il fallait aussi que je rassemble des compétences complémentaires aux miennes. Donc, via le programme Jump In, j'ai commencé à voir ce que je pouvais apprendre et à comprendre quelles seraient aussi les compétences qui dépassaient l'apprentissage que je pourrais avoir sur le tas ou via des formations. Donc, on avait déjà pris contact avec certaines connaissances qui s'intéressaient à ce projet. Et donc, on a pu consolider notre engagement à tous, donc avec mes associés, pour créer ce projet. Donc, les compétences, je souhaite les acquérir au maximum, mais je m'entoure de personnes compétentes qui me complètent, notamment sur les aspects marketing, communication, les aspects business développement. On se rend compte aussi qu'un des aspects clés qui nous manque encore à consolider, c'est sur tout ce qui est la stratégie financière. Donc là, on est dans la phase de démarrage. On souhaite créer l'entreprise bientôt et s'entourer des personnes clés pour réunir l'ensemble du panel qui nous permettra de mettre en place l'entreprise rapidement et de façon pérenne. Merci pour ce témoignage. Trouver les personnes clés, c'est effectivement un élément essentiel. Grégoire Oui. Grégoire Mercier, vous êtes docteur en médecine, praticien hospitalier en santé publique, et vous avez, il y a maintenant 3 ans, créé une entreprise avec un associé économiste. Vous vous apprêtez à lancer une nouvelle application, à trouver une nouvelle dynamique pour votre entreprise, et vous constatez qu'il vous manque, après 3 ans d'expérience pourtant, encore des compétences entrepreneuriales. Tout à fait. Donc, ceux qui étaient là ce matin ont vu, je pense, la démonstration d'Airmap, c'est-à-dire le logiciel qu'on va commercialiser dans moins d'1 an. Et donc, pour reprendre un peu ce qui a été dit, les 2 cofondateurs de CanopyMed, moi-même et Ulysse Rotz, ont des profils plutôt scientifiques, même clairement scientifiques. Ce qu'on savait depuis le début. Donc évidemment, on n'a pas l'ensemble des compétences qui sont, je dirais, indispensables quand on se lance dans l'aventure entrepreneuriale. Et c'est là que ce qui est important, c'est l'accompagnement dont on bénéficie tout au long de l'aventure. En commençant pour nous par l'extracteur d'innovation du CHU de Montpellier, qui nous permet schématiquement, je dirais, de savoir ce qu'on ne sait pas, c'est-à-dire de comprendre comment on passe d'une idée, d'une invention à une innovation et puis ensuite à un projet d'entreprise, et pour bien identifier les secteurs sur lesquels on n'a pas de compétences. Ensuite, évidemment, et ça a été dit, il y a l'accompagnement par le BIC, on a fait aussi le programme Jump In. Donc là, on va beaucoup plus loin dans, je dirais, le contenu des compétences qu'on a, qu'on n'a pas. Et je pense aussi, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir identifier 2 choses, les compétences qu'on n'a pas et qu'on peut acquérir, c'est-à-dire à travers un programme d'accompagnement par un incubateur, par exemple, mais aussi les compétences qu'on n'a pas et qu'on ne pourra jamais en fait acquérir et avoir complètement. Et là, ça veut dire qu'il faut soit faire appel à des prestataires ou des recrutements en interne dans l'entreprise pour couvrir ces secteurs. Et je pense que si on arrive à avoir les 2 idées en tête, ça peut fonctionner correctement. Et pour arriver au sujet des compétences qu'on veut discuter aujourd'hui, c'est la notion pour nous de mettre sur un marché qu'on ne connaît pas bien un logiciel, et c'est un marché en plus de clients publics. Et donc on se dit que clairement, il nous faut une compétence en termes de business développement, en termes de commercialisation, de stratégie commerciale et aussi de mise en œuvre. Et on sait que c'est quelque chose qu'on ne fera pas nous-mêmes et que l'équipe qui s'est étoffée petit à petit ne fera pas non plus elle-même. Et donc c'est ce qu'on a identifié comme notre prochain recrutement sur les 12 mois qui viennent, à travers différents échanges, notamment encore une fois avec le BIC, mais aussi avec d'autres entreprises. Et il y a
le dernier point qui me paraît important, c'est que échanger avec d'autres entrepreneurs, avec d'autres porteurs de projets, c'est clairement aussi une des façons d'avancer sur cette question. Voilà, donc une compétence qui nous manque, on le sait, et je pense, moi mon message, c'est qu'il faut savoir ce qu'on ne sait pas, hein, c'est une règle de base dans la vie et dans l'entreprise en particulier. Encore faut-il savoir qu'on ne sait pas. Et tous les deux, Clélia comme Grégoire, vous avez pu bénéficier d'accompagnement. C'est une étape importante dans l'aventure entrepreneuriale, dans la progression du projet entrepreneurial, notamment pour se rendre compte des besoins et des compétences à acquérir. Vous avez tous les deux pu bénéficier de certains programmes d'accompagnement du BIC. Alors, il est temps de donner la parole à Adèle Pérez. Vous êtes chargée d'affaires au BIC. Vous accompagnez régulièrement des porteurs de projets Deep Tech. Quel constat posez-vous? Quelles sont les compétences qui leur manquent en général? On retrouve des profils types, je suppose. Et comment vous les aidez à mieux se former? Merci, bonjour à toutes et à tous. Donc vous le disiez, le BIC, c'est un incubateur d'entreprises innovantes et on propose de l'accompagnement, des formations, enfin différents outils pour les dirigeantes et dirigeants. En effet, quand des dirigeants, porteurs de projets, porteuses de projets arrivent avec un profil Deep Tech, souvent vous avez un profil scientifique très expert. Et la richesse de l'entrepreneuriat, c'est qu'on doit aussi, en tant que dirigeant, être multicasquette. Et on va parler de marketing, de finance, de commercial. Et c'est l'objectif de l'accompagnement que de vous aider à comprendre l'importance de chacune de ces casquettes. Et c'est ce que disaient Clélia et Grégoire, c'est comprendre finalement quel va être le parcours dans ma création, dans le développement de mon entreprise, quelle est l'importance du marketing, de la finance, du juridique dans mon projet de création d'entreprise. Ça ne veut pas forcément dire que c'est moi en tant que dirigeante qui vais être expert de tout, mais au moins je serai capable de déléguer et de pouvoir aussi bien parler avec les personnes, soit que je vais recruter, soit les prestataires avec lesquels je vais travailler. Donc vous parliez du programme Jump in Création, ça c'est un programme qu'on propose de 5 semaines pendant lesquelles vous allez travailler, en fait, faire un 360 sur votre projet. Donc, on n'est pas en cours théorique et en gros, vous restez assis et vous recevez de l'information. Là, c'est vraiment de la formation-action pour travailler à la fois sur la posture entrepreneuriale, le marketing, la finance, comment je fais mon prévisionnel financier. Je construis mon plan d'action commercial également. Je vais travailler sur le management, sur comment valoriser l'engagement de mon entreprise, sur le juridique, sur savoir pitcher, parler de mon projet, sur la prise de parole en public. Donc voilà, c'est vraiment sur ces différents aspects que vous allez travailler et en effet identifier quelles seront vos expertises en tant que dirigeante et puis aussi les points sur lesquels vous allez, comme disait Grégoire, recruter ou travailler avec des prestataires. Ce qui est important aussi dans ce programme, c'est de le faire en équipe et de pouvoir aussi se dire, finalement, dans l'entreprise, qui va s'occuper plutôt de la partie scientifique, qui va plutôt s'occuper de la partie finance ou commerciale. Et ce type de programme vous permet aussi d'être confronté à la réalité, de vous dire, ça, j'ai plus d'appétence sur cet aspect-là ou sur cet autre aspect. Je pense notamment à un dirigeant avec un profil scientifique qui me disait « Ah non, mais vraiment, le commercial, c'est pas pour moi, ça me plaît pas du tout » et qui s'est découvert une grosse appétence pour ça et qui aujourd'hui s'éclate en faisant le commercial de son entreprise et il est très bon là-dessus. Donc c'est aussi en allant sur le terrain et en étant dans l'action qu'on se rend compte finalement de ce qui va nous plaire ou pas ou qu'on va pouvoir déléguer. Donc ça, c'est le premier programme. Et ensuite, dans la suite de l'accompagnement, on a des formations où vous allez pouvoir renforcer certaines compétences et notamment la partie commerciale. Même chose avec des formations actions, des échanges en petits groupes et puis ensuite des échanges avec des coachs qui vont vous aider à travailler sur votre projet. Donc on est toujours dans de la formation action, travailler sur votre projet, développer vos compétences.
Et puis un autre aspect qui est très important, c'est dans les formations, c'est ce que disait Grégoire aussi, c'est l'échange entre pairs, pouvoir échanger avec des porteuses de projets, des dirigeants qui ont des profils qui peuvent être complètement différents du vôtre, mais qui ont un regard aussi intéressant et qui vont rencontrer les mêmes problématiques au même moment que vous. Et d'avoir ces retours-là, ça va vous permettre aussi d'apprendre. Et finalement, vous êtes dans l'apprentissage au continu, dans l'itération de j'apprends des choses, je vais sur le terrain, j'expérimente, je reviens, j'échange avec mes pairs, j'échange avec des coachs. Et finalement, ça va être de l'apprentissage au quotidien et vous allez grandir aussi avec votre entreprise. Voilà. On le voit à travers votre témoignage, l'accompagnement, je crois, est essentiel pour peut-être gagner du temps même dans l'apprentissage. On peut être, si vous avez un projet de création d'entreprise sur le territoire montpelliérain, on est bien doté, mais pas uniquement sur le territoire montpelliérain. On peut entreprendre partout, je dirais, sur le territoire de notre territoire d'Occitanie-Est. On peut entreprendre à Perpignan aussi. Julien Portella va nous présenter son entreprise qu'il a créée maintenant il y a 5 ans à Perpignan en étant accompagné par l'incubateur UPVD Incube et aussi d'autres structures présentes sur le territoire. Même question, quelles étaient les compétences dont vous aviez besoin que vous a apporté cet accompagnement de l'écosystème perpignanais? Alors du coup, on est 3 cofondateurs de la société Paradev et on est tous les 3 docteurs en biologie. Donc on partait vraiment de zéro en termes de compétences entrepreneuriales. On a effectivement été incubé par l'incubateur de l'université de Perpignan dans un premier temps. Et en ce qui me concerne, en tant que directeur technique, je ne savais pas vraiment de quoi j'avais besoin, mais finalement, c'est moi qui étais volontaire pour aller présenter tous les concours. Et cet accompagnement m'a apporté surtout le langage associé à l'entrepreneuriat, parce que je ne savais pas du tout ce que c'était une start-up déjà pour commencer, ce que c'était un business plan, et en fait, du coup, présenter un concours, la partie scientifique, ça je savais faire, mais toute la partie entreprise, j'avais aucune notion. Et donc, du coup, on a été accompagné par l'incubateur et également par d'autres structures, des pépinières d'entreprise comme C2EI, qui est une pépinière à Rivesaltes, également l'ASAT et LRI, qui ont aujourd'hui fusionné. Et donc, voilà, moi, en ce qui me concerne, j'ai pu acquérir le langage lié à toute l'entreprise, à tout ce milieu, pour pouvoir présenter la société et aller remporter des concours, remporter des prix. Et en ce qui concerne mes associés, eux, ils se sont formés dans tous les autres domaines, un peu de commercial, la gestion des tarifs aussi qu'on devait fixer, voilà, toutes ces choses-là. Donc c'était extrêmement important d'avoir plusieurs structures qui ont pu nous accompagner sur plusieurs points différents dans l'acquisition de ces compétences d'entreprise. Merci pour ce témoignage. Alors, nos intervenants vont créer une première entreprise, mais certains vont créer même une deuxième entreprise. Guillaume Talon, vous vous lancez dans une deuxième création d'entreprise, toujours accompagné. On apprend toujours. Oui, bonjour à tous. Effectivement, on apprend toujours et on apprendra toujours. Hein, c'est ça qui fait qu'on grandit. Donc moi, je suis le président de la société Beatles qu'on a créée à l'été dernier. Et en fait, j'ai créé une première société à l'issue de ma thèse en sciences du mouvement au sein du laboratoire Euromove. Je me suis associé avec des docteurs en informatique et robotique pour avoir différentes compétences. Et sur cette première société, on a bénéficié de tout l'accompagnement. Je crois que ça ressort bien au travers des différentes interventions qui ont eu lieu. On a un écosystème ici à Montpellier, sur toute l'Occitanie, qui est riche d'accompagnement, donc en termes de formation, en termes d'institutions. Donc c'est grâce à ces accompagnements-là qu'on apprend beaucoup. Mais je pense qu'il y a aussi beaucoup d'apprentissage qu'il est possible de faire par son expérience personnelle. Quand je donne des cours à l'université, c'est souvent ce que je dis aux étudiants, n'hésitez pas à lancer des projets, faites des stages en plus que ce qu'on vous propose, parce que c'est là qu'on va beaucoup apprendre. Et en parallèle du coup de cette première société, on a continué à travailler avec le laboratoire Euromove, notamment sur le projet européen Beatles, tout le nom de la société, qui vous a été présenté ce matin par Benoît Bardy.
Et au travers les différents accompagnements qu'on a pu avoir, notamment des maturations de la région Occitanie, des maturations avec la SAT, la réunion de tous ces projets a abouti à la création l'été dernier de la société Vitels, qui est du coup à la fois riche de 9 ans de recherche, 43 publications, des dépôts de brevets en copropriété intellectuelle entre cette première société et l'université, mais aussi riche de 9 ans d'expérience sur le terrain, 9 ans d'expérience entrepreneuriale. Et ça, c'est vraiment un plus. Aujourd'hui, notre jeune entreprise universitaire a la chance d'avoir à la fois du coup, des chercheurs du monde universitaire, mais aussi 2 entrepreneurs ayant déjà une expérience d'entreprise. Et comme on le disait tout à l'heure, il faut savoir reconnaître ce qu'on ne connaît pas et aussi apprendre de ses erreurs. Et du coup, forcément, dans un projet entrepreneurial, il y a des fois on se trompe, on fait des mauvais choix. Et l'avantage, quand c'est notre deuxième société, c'est qu'on sait les mauvais choix qu'on a fait par avant, on apprend et du coup, ça permet d'orienter cette deuxième société riche d'expérience. Peut-être pourriez-vous nous dire un mot sur l'accompagnement dont vous avez bénéficié. Je crois que vous avez eu plusieurs types d'accompagnement au-delà de celui du BIC. Oui, alors il y a eu beaucoup d'accompagnement, c'est vraiment très riche. On a été accompagné par le BIC, on a été supporté. Donc j'ai dit sur le projet Vitels directement, il y a eu une maturation SAT, il y a eu une maturation de la région Occitanie. On est accompagné aussi, on a eu le LRI, on a été accompagné par Réseau Entreprendre, Cléalia, enfin vraiment beaucoup de structures. J'en oublie certainement tellement il y en a eu. Et désolé pour ceux que je peux oublier. Et puis c'est vraiment cet univers très enrichissant qui permet d'accompagner les sociétés à ce qu'elles arrivent aujourd'hui. Merci pour vos témoignages. Je crois qu'on a quelques minutes pour prendre des questions dans la salle et on m'a dit aussi peut-être en ligne. Pour lever peut-être, c'est l'occasion de lever quelques freins, si certains d'entre vous se posent la question d'entreprendre. Ah pardon, je ne vous voyais pas, monsieur. Salut. Est-ce qu'il y a des incompatibilités entre certains accompagnements? Quand on a plusieurs accompagnements et qu'on bénéficie de différentes structures qui accompagnent, est-ce que des fois, il n'y a pas des divergences? Oui. Qui veut répondre? On va d'abord l'entrepreneur qui a eu justement plusieurs accompagnements. Alors, des incompatibilités, pas forcément. Par contre, effectivement, des fois, il va falloir rendre les choses compatibles. Je prends un exemple tout récent. Dans la même journée, il y a à peu près 2 mois de ça, j'ai dû à la fois faire une présentation devant des investisseurs en 3 minutes et 1 heure plus tard, je faisais une présentation d'1h40 plus... Enfin, une présentation de 40 minutes plus 1h20 de questions dans le cadre du concours ILAB. Donc 2 profils totalement différents, 3 minutes pour défendre un BP, etc. Et derrière 2 heures pour arriver à défendre des projets de R&D. Donc entre-temps, il faut débrancher le cerveau, le rebrancher et le retourner d'abord et le rebrancher pour pouvoir être aligné. Mais après, en termes d'incompatibilité, pas forcément, il faut juste être adaptable et arriver à voir son projet de différentes manières, arriver à des fois prendre du recul par rapport à son projet pour en parler correctement aussi et toujours aussi se mettre à la place des gens à qui on va parler pour arriver à exprimer, à répondre vraiment à leurs attentes. Une autre question ? Monsieur. Oui, moi je veux bien poser une question par rapport au profil. Vous disiez que vous avez créé à la sortie de votre PhD. Donc, donc c'est par les stages que vous avez réussi quand même à avoir une compréhension de comment une société classiquement s'organise ou en intégrant des profils différents? Parce que c'est quelque chose qui est... je parlais tout à l'heure, mais quand on crée après avoir eu une expérience professionnelle en entreprise, c'est pas tout à fait pareil que de créer tout de suite à la sortie de ses études.
Oui, effectivement, pour la première création de la société, la seule expérience entrepreneuriale que j'avais, c'est que j'avais travaillé en fait en parallèle de mes études et alors quand j'étais en licence, donc ça remonte un peu, j'avais fait un concours de création d'entreprise qui était proposé par l'université. À l'époque, j'étais sur Orléans. Et donc j'avais fait mes premiers BP, etc. Et puis derrière, c'est aussi un caractère, hein, la vocation d'entreprendre. Moi-même dans la recherche, donc j'ai fait une thèse financée par le CHU de Montpellier en translationnel. Il y avait une partie fondamentale, mais je voulais absolument qu'il y ait une application, quelque chose en clinique. Et dès la fin de ma thèse, donc j'ai fait un cours postdoc sur Vitels que j'ai après arrêté justement pour créer une société en me disant mais tous ces projets géniaux qui sont faits dans les universités, dans les laboratoires, il faut que ça serve à des patients, à des personnes au final, et donc il faut qu'il y ait des entreprises qui soient là pour pouvoir transmettre, pouvoir commercialiser, pour industrialiser ces solutions qui sont faites. Et d'ailleurs j'ai été un peu poussé en ce sens par Benoît Bardy, que vous avez entendu ce matin, qui est le fondateur de Remove, qui est un bâtiment de l'Université de Montpellier, qui a la particularité de regrouper une aile des chercheurs et dans l'autre aile en face des entrepreneurs pour qu'il y ait des projets justement comme ça qui se fassent en synergie. Question ? Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ? Vous m'entendez ? Donc, bonjour, il y a une question en ligne de Benjamin Gaillard qui demande quelle a été votre implication financière personnelle dans vos aventures. Qui veut répondre ? Oui. Nous, on a démarré avec un très faible capital justement pour pouvoir tous s'investir dans la société. En l'occurrence, on a commencé avec un 10 000 euros de capital, ce qui est, je pense, la base. Donc, on n'a pas eu un gros investissement de départ. Mais on a un profil assez atypique. D'ailleurs, ça rejoint un peu la question qui avait été posée tout à l'heure. Nous, l'incompatibilité, elle s'est faite dans le sens où les structures accompagnantes voulaient nous faire coller au profil typique de la start-up. Et nous, ce n'était pas le cas parce qu'on a démarré avec du chiffre d'affaires, parce que c'est les clients qui sont venus nous chercher avec un besoin. Et donc, du coup, en fait, on ne collait pas du tout au profil. Donc, ça explique aussi pourquoi on n'a pas beaucoup investi au départ, parce qu'on avait déjà du chiffre d'affaires dès le démarrage de la société. Une autre réponse, parce que tout le monde n'a pas la chance d'avoir du chiffre d'affaires en démarrant. Oui, moi je veux bien compléter, apporter un autre point de vue. Il y a effectivement l'apport qu'on va faire en capital, mais il y a des dispositifs qui existent, et je pense à des prêts d'honneur créés à l'IA par la région, qui permettent, donc qui sont des prêts individuels aux cofondateurs, mais qui permettent d'alimenter l'apport en fait dans l'entreprise. Donc c'est probablement des solutions qui sont très utiles. Enfin, en tout cas pour nous, c'était très utile. Oui, de notre côté, en fait, je pense que chaque société peut avoir des profils très différents, comme on le voit là. Même nous, nos deux sociétés, en fait, les deux projets n'ont rien à voir. Le premier, on sortait tout juste de thèse, donc on a travaillé pendant 2 ans dans notre garage sans se financer, etc. Après, on a fait des apports, on a demandé à nos amis, nos familles pour pouvoir nous aider et pouvoir arriver à cette première version, à ce premier produit. Et puis inversement, Vitels, cette deuxième société, derrière, il y a un historique de 9 ans avec des maturations, SAT région, comme je le disais tout à l'heure. Et donc, toute la R&D, enfin, une bonne partie de la R&D, parce qu'il y en a toujours, mais une bonne partie de la R&D nous a permis, à la création de la société, avoir déjà des produits et plusieurs produits, contrairement à la première société. Donc, les apports derrière sont totalement différents. Et juste si je peux rajouter, c'est aussi l'intérêt d'être accompagné, c'est finalement de travailler sur quels sont vos besoins en financement par rapport à vos projets, à vos ambitions, etc. Et à partir de là, de voir ensemble avec l'accompagnateur quelles sont les possibilités de financement qui existent. Parler de prêts d'honneur par exemple, d'autres aides à aller solliciter. Donc c'est l'intérêt aussi d'être accompagné. Donc, quelqu'un parlait dans une autre table ronde, d'aller taper à la porte des accompagnateurs pour travailler sur votre projet. Et en effet, à partir de là, et votre propre expérience ou situation personnelle, et à partir de là, aller chercher les financements nécessaires pour développer votre entreprise. Est-ce qu'il y a d'autres questions ?
Bon, pour conclure, vous l'avez entendu, on le voit à travers les différents témoignages et votre dernière intervention, ces compétences entrepreneuriales, elles sont accessibles pour un scientifique, un chercheur, un universitaire ou un chercheur de haut niveau. Ça ne doit pas être un frein. Il y a moyen de les acquérir, soit par la formation, soit en embauchant des collaborateurs et surtout en se faisant accompagner. On a la chance d'évoluer dans un écosystème territorial extrêmement riche. L'important, c'est, en fonction du projet, en fonction de son profil, de trouver le bon accompagnement au bon moment. Si vous êtes étudiant, dans le milieu universitaire, le dispositif Pépite, des incubateurs académiques sont là pour vous aider à faire mûrir votre idée, à le faire à progresser aussi dans vos compétences. Quand le projet avance un peu plus, des structures d'accompagnement comme le BIC, la SAT qui intervient aussi, et puis bien d'autres structures du territoire vont prendre le relais. L'important, je crois, c'est de ne pas rester seul et seul engagé dans cette aventure entrepreneuriale. Je remercie l'ensemble des intervenants pour leur participation et leur souhaite bien sûr bonne continuation dans leur projet entrepreneurial.